Comment la vie est-elle apparue dans les abysses et comment a-t-elle évolué jusqu'à aujourd'hui? Il y a près de 3,2 milliards d'années, les plaques tectoniques commencent à se déplacer. Au centre de la Terre, de l'énergie est libérée de façon continue et aujourd'hui encore. Le manteau fond en un magma qui remonte au niveau des dorsales océaniques et forme des volcans sous-marins. Les plaques continuent à se déplacer et sculptent des monts hydrothermaux qui possèdent des sources chaudes appelées fumeurs noires pour les plus chaudes ou fumeurs blancs. Ils permettent d'évacuer une partie de la chaleur de la Terre. Mais surtout, c'est à partir de ces sources chaudes que la vie est apparue sur notre planète. Mais comment? Dans des conditions extrêmes, les premières bactéries apparaissent dans les océans au niveau des sources hydrothermales. Ah, donc nous sommes tous des descendants d'une bactérie. Et oui, durant plus de 3 milliards d'années, les êtres vivants vont adapter leur vie dans l'océan, le conquérir, puis vont sortir de l'eau en s'acclimatant à la terre ferme, tandis que d'autres vont y retourner et s'y réadapter. Les premiers à avoir fait le voyage de retour de la terre vers la mer sont les reptiles. Mais les transformations les plus radicales se retrouvent chez les mammifères marins qui, pour certains, se sont tellement réadaptés à l'eau qu'il est difficile de les différencier des espèces qui ne l'ont jamais quittée. D'accord, mais est-ce qu'il y a de la vie dans les abysses? La température y est très basse, la pression très élevée et il n'y a pas de lumière. C'est pourquoi, jusque dans les années 70, les scientifiques pensaient qu'aucune forme de vie ne s'y trouvait. En effet, certains vastes espaces sont désertiques, mais dans d'autres, la vie y est abondante. Poissons lanternes, crabes yétis, grimpototis, calamars géants. Toute cette faune étrange et effrayante a su s'adapter. Ah bon? Si de nombreuses espèces vivent proches des fumeurs, c'est pour bénéficier non seulement de la chaleur émise, mais aussi car ces derniers abritent des bactéries capables de transformer les minéraux en matière organique, leur permettant de se nourrir et donc de survivre. C'est la chimiosynthèse. Aussi, à partir de 200 mètres de profondeur, il n'y a plus qu'1% d'éclairement naturel. Certaines espèces, comme le crabe yéti, sont aveugles. D'autres produisent leur propre lumière, voire hébergent des bactéries qui le font pour eux. Cette aptitude à créer de la lumière se nomme la bioluminescence. Elle est par exemple utilisée par le poisson pêcheur et permet d'attirer des partenaires sexuels ou des proies, de communiquer et de s'éclairer. Les abysses restent tout de même très peu explorés. On connaît moins bien les profondeurs de l'océan que la surface de la Lune. Il reste donc beaucoup à découvrir et pour cela, il existe des outils sophistiqués. Ah oui, des navettes spatiales! Les chercheurs utilisent des véhicules sous-marins. On parle très souvent des bathyscaphes, des véhicules habités qui ont permis les premiers accès aux profondeurs marines. On trouve également les sous-marins de poche qui ont découvert les sources hydrothermales et la vie sans lumière. De nos jours, on utilise principalement des ROV, des mini-robots sous-marins reliés aux bateaux et pilotés à distance. Ils possèdent du matériel d'observation et des bras mécaniques. Ou encore les AUV qui sont équipés de capteurs mais cette fois sans liaison avec un navire. Et l'homme dans tout ça? Après de nombreuses crises et diversifications, il y a 2,6 millions d'années, les primates ont donné naissance à la lignée humaine adaptée à la Terre. Cependant, l'humain garde en lui quelques traces du milieu marin d'origine. Ainsi, l'embryon humain de 4 semaines possède un système circulatoire proche de celui des poissons. Il est quasiment similaire à une larve de poisson, avec une queue et des branchies primitives. Encore mieux, en s'intéressant à la composition de l'eau de mer, le biologiste français René Quinton compara au 19e siècle la composition de l'eau de mer à celle de notre plasma et soigna des patients en les perfusant avec de l'eau de mer. La mer et ses profondeurs font donc partie de notre histoire. Depuis l'apparition de la vie jusque dans nos veines. Elle est un peu notre mère, à nous de préserver ce patrimoine et de continuer d'apprendre à mieux le connaître.